Bienvenue sur la chaîne Mon Bébé TV, c'est notre première émission et je reçois aujourd'hui le docteur Ajoria. Docteur Ajoria, depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Depuis une quinzaine d'années. Donc je suis pédiatre, j'ai une activité aussi bien en cabinet de ville, c'est-à-dire en médecine libérale, qu'à l'hôpital. À l'hôpital, je m'occupe de prématurés, je fais de la néonatologie. Et en médecine de ville, je fais de la pédiatrie habituelle des pédiatres installés en ville. Donc vous partagez votre temps donc entre le... Voilà, je suis à mi-temps à mon cabinet, à mi-temps à Vous exercez donc à Paris? Voilà, à Paris. Et l'autre moitié du temps donc un hôpital sur Paris également. Le sujet d'aujourd'hui, c'est et c'est des questions qui sont très fréquemment posées dans nos forums, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le lait maternel, donc le fait de nourrir son bébé au sein, et le lait de substitution? J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Alors il y a une différence quant à la composition du lait maternel et du lait de substitution. Une différence fondamentale, c'est que le lait maternel, d'une part, est fabriqué par les femmes et le lait de substitution est fabriqué par les vaches. Par les vaches. Par les vaches. Donc le lait de substitution est un lait de vache que des industriels cherchent à rapprocher le plus possible de la composition du lait maternel. Le lait maternel étant le lait de référence qui permet au mieux à l'enfant de grandir sur le plan nutritionnel. Il faut distinguer d'une part le lait et l'allaitement. L'allaitement maternel n'est pas uniquement une chose qui implique la nutrition. Ça implique aussi une composante relationnelle qui est essentielle. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces laits de substitution garantissent la même teneur en vitamines, en sels minéraux, en différentes substances par rapport au lait maternel? Alors non, puisque ce sont deux laits différents, mais comme je viens de vous l'indiquer, on cherche le mieux possible à se rapprocher. Donc on enrichit le lait de vache de certains composants que l'on trouve dans le lait maternel, d'une part, et d'autre part, on en retire certains autres qui sont défavorables pour la croissance de l'enfant. D'accord. Il n'empêche que le lait substitution, évidemment, permet à l'enfant de pousser de façon normale. Hein. D'accord. Et en termes de... Vous m'avez dit avant l'émission qu'il y avait des chiffres assez étonnants et que le lait maternel, en tout cas le lait de substitution, avait plutôt tendance à ne pas donner d'anticorps nécessaires pour les otites ou pour ce genre de maladie de bébé. Le lait, il faut savoir que le lait de mère, c'est un lait vivant qui contient d'une part des substances comme des protéines, des glucides, des lipides, des sels minéraux. Il contient aussi des cellules vivantes et des anticorps qui sont absorbés par l'enfant et dont l'enfant tire le plus grand profit. Donc ces cellules vivantes, certains composants spécifiques du lait maternel ne seront jamais présents dans le lait de substitution. C'est ce qui fait la différence fondamentale entre l'un et l'autre. D'autre part, un certain nombre de composants du lait de vache, qui est la produit de base à partir duquel on fait le lait de substitution, comportent certains éléments qui peuvent être à l'origine, en particulier d'allergies alimentaires. Il y a beaucoup de parents qui sont au courant qu'il y a certains enfants qui font des allergies aux protéines du lait de vache. Ce sont les protéines du lait de vache du lait de substitution auxquelles l'enfant peut se sensibiliser et qui provoquent ces allergies. D'accord. Et en termes de chiffres, est-ce qu'il y a des chiffres, scientifiques qui permettent de comparer, peut-être pas la croissance, parce que je pense que les bébés vont grandir de la même façon, mais en termes de maladies, en termes d'allergies, est-ce que le lait maternel favorise Alors là, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en termes de croissance, la croissance d'un enfant qui est alimenté au lait de substitution, un enfant qui est au sein, la vitesse de croissance est différente. Les deux courbes de croissance de l'un et de l'autre ne sont pas superposables, raison pour laquelle, dans bien des cas, nous avons des consultations de mamans qui sont inquiètes parce que l'enfant n'a pas la courbe de croissance idéale qu'elle suppose qu'il devrait avoir, et c'est en fait simplement lié au fait que l'enfant il a une courbe de croissance qui est celle d'un enfant nourri au sein, qui est souvent un petit peu plus faible au départ, pour rejoindre dans un deuxième temps la courbe de croissance de l'enfant qui est au biberon.
Donc en fait, Donc, final... Au final, oui, il n'y a pas de différence en termes de poids, sauf que peut-être il y a moins de surcharge pondérale dans l'un que dans l'autre. D'accord. Bon, ça c'est la composante dont vous m'avez parlé sur les courbes de croissance. Bon, concernant les avantages de l'allaitement maternel, je pense que la première chose à dire, avant de parler des problèmes d'allergie, des problèmes de prévention de maladies infectieuses, c'est de mettre bien en évidence, bien en avant plutôt, le fait que allaiter est un plaisir. C'est un plaisir d'une part pour la mère et c'est un plaisir pour l'enfant. Donc ça c'est quelque chose dont il faut parler, parce qu'on parle toujours de donner le biberon à son enfant ou donner le sein comme ça, mais en fait c'est quelque chose qui est... Donc il y a une charge émotionnelle. Il y a une charge émotionnelle, c'est un épanouissement pour l'un et pour l'autre que l'on ne retrouve pas dans la prise du biberon. Est-ce que ça en fait des bébés plus solides, plus construits, plus éveillés, le fait de donner le sein? Bon, il y a certains qui disent que ça fait des bébés plus éveillés, je ne crois pas que ça soit la réalité, c'est pas vrai, mais ça protège d'un certain nombre de maladies, comme quand on compare des enfants qui sont allaités avec du lait substitution aux enfants au lait de mère qui ont été allaités exclusivement jusqu'à 6 mois. C'est ce qui permet de mieux comparer l'un et l'autre. On se rend compte par exemple que le nombre d'otites chez les enfants allaités est 2 fois moindre que celui des enfants qui ont eu la lait substitution. Donc ça protège de façon spectaculaire. Ça c'est prouvé. Ah, ça c'est prouvé, donc, oui. Un bébé nourri au sein a 2 fois moins d'otites qu'un bébé nourri au biberon. 2 fois de moins de risque d'otite que d'enfant, voilà, parfaitement. Sous réserve que ce soit un allaitement exclusif. C'est-à-dire l'introduction de lait en poudre au cours d'un allaitement, on garde certains avantages de l'allaitement, mais on en perd d'autres. C'est-à-dire les avantages diminuent. Il reste toujours net, mais on en perd un certain nombre. Hein? D'accord. Bon, mais c'est pareil pour des tas d'autres facteurs. Hein. On a parlé de l'allergie. Bon, ça diminue le nombre d'allergies. L'allergie à l'heure actuelle est un problème de santé publique qui est en train de prendre une importance de plus en plus grande dans nos sociétés. Hein. On parle maintenant de l'asthme, les allergies alimentaires, tout ça c'est des maladies qui étaient bien moins fréquentes il y a quelques années. Donc il faut être très attentif à ça. Et bon, le risque d'allergie est diminué quand on donne le sein. Bon, les infections pulmonaires, les pneumonies, tout ça, les bronchites sont moindres. Ils sont moindres également. Voilà. Les gastroentérites, les troubles digestifs sont moindres, parce que le lait maternel dépose une couche de cellules et d'immunoglobulines au niveau du tube digestif de l'enfant et le protège contre les agressions de virus et des bactéries. Donc en fait, la conclusion, ce serait donc de dire aux mamans d'allaiter au sein leur bébé, ou en tout cas, si elles ne peuvent pas le faire, je dirais, de façon exclusive, en tout cas de faire un mélange, mais de garder quand même une Alors, partie de l'allaitement. l'allaitement maternel, c'est quelque chose qui est très personnel, bien entendu. Hein. La façon d'allaiter son enfant, de donner le biberon ou donner le sein, c'est quelque chose qui est personnel. Donc il ne s'agit pas de montrer le doigt, c'est les mères qui n'allaitent pas, par rapport à celles qui allaitent. Sa question, c'est un choix. Donc simplement, il faut respecter le choix des mères, bon, en leur disant simplement, si vous le pouvez, si vous vous sentez capable de le faire, si vous vous sentez en harmonie de ce côté-là, il est préférable de donner le sein. Si vous ne, bon, si c'est pas votre truc, on peut dire ça comme ça, bon, vous pouvez donner du biberon à votre enfant, il va pousser comme les autres, il va passer son bac, faire des études, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Combien de temps dure l'allaitement maternel? Alors l'allaitement maternel, il dure Jusqu'à quel âge? tant qu'on donne le sein. Hein, alors oui. Ça peut être plusieurs années. Hein. Au 19e siècle, les nourrices, vous savez, donc c'était des femmes qui avaient un enfant et puis qui donnaient le sein des gens qui avaient des problèmes, des femmes qui avaient des problèmes d'allaitement. Bon, elles donnaient le sein, elles changeaient. Tant qu'une femme donne le sein, elle a du lait. Oui, mais plutôt le bébé, jusqu'à quel âge il va accepter le sein Alors, de la mère? le bébé, il accepte le sein de la mère, il peut l'accepter très longtemps. Hein. Oui. Il y a des enfants qui têtent à 2 ans.
Alors, il ne tète pas de la même façon qu'un enfant qui tète à 1 mois, de façon exclusive. Manger, voilà, à 2 ans, il mange des morceaux, il a des dents. Oui. Bon, donc, il mange de tout, sauf de temps en temps, il prend quelques gorgées de lait. Bon, je ne dis pas qu'il faut absolument allaiter ses enfants jusqu'à 2 ans, c'est peut-être un peu exagéré. Bon, mais ça, c'est pareil, hein, c'est le choix de la mère, hein, et le choix de l'enfant. Hein. Souvent, l'arrêt de l'allaitement, c'est un truc c'est un choix de la maman, parce qu'elle en a assez, parce que c'est la barbe. Elle a du travail. Hein. Bon, une des grosses raisons d'arrêt de l'allaitement, c'est malheureusement le congé maternité qui s'arrête et la reprise de l'activité maternelle. Donc il y a beaucoup d'activités professionnelles. Donc il y a beaucoup de mamans qui s'arrêtent d'allaiter à cette occasion. Alors ça, c'est un peu dommage. Il y a certains pays où on favorise la poursuite de l'allaitement en donnant des heures aux mamans pour qu'elles continuent à allaiter leur enfant. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en France. Bon, et ensuite, soit c'est la mère qui en a assez, qui arrête, dit bon, on arrête, soit c'est le bébé. Certains enfants, au bout d'un certain temps, ils détournent la tête, ils expriment bien leur désir de passer à autre chose. Donc d'après vous, la période idéale d'allaitement Alors moi je pense que ce qui est bien, c'est d'allaiter si c'est possible, si 5 ou 6 mois. 5 ou 6 mois. Voilà. De façon exclusive. De façon exclusive. Voilà. Et ensuite on introduit l'alimentation diversifiée, hein, c'est-à-dire la soupe, tout ça. Et puis il reste quelques tétés dans la journée. Donc 5-6 mois de façon exclusive et ensuite diminuer donc l'apport maternel. L'apport de l'allaitement, donc l'enfant il continue à téter un petit peu. Bon, il continue à tirer le bénéfice du lait de mère, hein, les bénéfices dont on a parlé, hein, c'est un lait vivant, hein. Et il continue à avoir cette relation privilégiée avec sa maman. En général, c'est plus pour la relation de corps à corps en fait, de l'enfant avec sa mère, que l'enfant il continue à téter, hein. C'est pour cette relation plus que pour le lait qui continue à téter sa mère. D'accord. Alors, dans le cas de lait de substitution, en tout cas le fait de le nourrir au biberon, on sait que c'est toutes les 3 heures, 4 heures, et on essaye de lui donner une période un peu de sevrage et d'essayer de régler un peu ses dates, en tout cas ses heures de repas. En termes pour le lait maternel, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, l'allaitement maternel, c'est quelque chose qui est très pratique. On donne le sein, bon, quand on veut, n'importe où, on n'a rien à préparer. Et c'est quelque chose qui demande un certain nombre de petites règles à observer pour que l'enclenchement de la lactation soit de bonne qualité. Si on respecte ces petites règles, on a une lactation de bonne qualité. Choses qui sont bien souvent mal respectées en France, où la France est un pays où on n'est pas trop pour l'allaitement maternel, on n'enseigne pas les problèmes d'allaitement maternel, c'est pas enseigné à la faculté, quasiment. C'est peu ou mal enseigné dans les écoles de puéricultrices, pour les infirmières spécialisées. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont pas favorables à l'allaitement, qu'on observe, nous, quand on va dans les maternités, et qui sont responsables d'échecs. Donc bon, la première chose que tout le monde sait, c'est que lorsque l'enfant naît, dans la demi-heure qui suit la naissance, il faut le mettre sur le ventre de sa mère pour qu'il tète. Dans la première demi-heure de sa naissance. Voilà. Parce que moi, à la maternité, la première heure, c'était nettoyage des yeux, nettoyage du nez, le poids. Ça, je suis désolé, le poids, si on le pèse 1h30 plus tard, c'est pas ça qui va poser le moins de problème. Hein. Donc c'est lui donner un contact direct avec sa mère dès sa naissance. Voilà, mise au sein précoce. Mise au sein précoce. Hein, ça déclenche, c'est là que ça déclenche un bon début de montée de lait. Hein. Deuxième règle, il faut un allaitement à la demande, c'est-à-dire quand le bébé crie et qu'il a faim, on le met au sein. Allaitement à la demande de l'enfant ou de la mère. Si la mère a mal au sein, elle met l'enfant au sein pour soulager, pour éviter un engorgement. Alors cet allaitement à la demande, ça implique que l'enfant est au début de ces 15 premiers jours en tout cas, 6 à 7 tétées, dont une tétée la nuit. Cette tétée la nuit est capitale. C'est le moment où il y a un pic d'hormones maximum. Ce pic d'hormones étant à l'origine d'une bonne lactation. Donc si on supprime la tétée de la nuit, c'est-à-dire par exemple si on dit à l'enfant « Oh madame, vous êtes trop fatigué », on va mettre votre enfant au biberon ou dans un coin, on vous le rendra demain. Ah oui, d'accord. Donc l'enfant ne va pas téter la nuit, donc la montée de lait sera de moins bonne qualité.
Donc il ne faut pas séparer les enfants des mères pendant le séjour à la maternité. Dès que l'enfant crie, même si c'est la nuit, la maman le met au sein. D'accord. Hein? Donc en cas d'allaitement, en fait, le bébé il reste dans la chambre de la maman les 3-4 jours de sa maternité. Voilà, ouais. Hein? D'accord. Est-ce qu'il y a une préparation avant la naissance du bébé au niveau de... Alors, il y a des petits ennuis. Quand on donne le sein, on peut avoir un peu mal. On peut avoir des problèmes d'engorgement. On peut avoir des crevasses. Tout ça, c'est lié à une technique un petit peu défectueuse. Cette technique défectueuse étant liée au fait qu'à l'heure actuelle, dans les familles, dans les pays occidentaux, les familles nucléaires, il n'y a pas les grands-parents, il n'y a pas les grands-tantes, il n'y a pas les gens qui ont déjà donné le sein, qui sont capables de donner des conseils aux mamans. Donc les mamans sont livrées à elles-mêmes, elles ne savent pas comment faire, et donc elles font des erreurs, en particulier des erreurs de positionnement de la tête du bébé et du bébé dans la mise au sein. Et quand on positionne mal le bébé, on a des crevasses, on a des engorgements et des choses comme ça. Alors qu'il suffit de montrer une fois à la maman comment faire, elle aura pas de crevasse, peu ou pas d'engorgement, et pas peu ou pas mal au sein. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'il faut déjà, dont il faut déjà parler avant la naissance. Et donc, le bébé, il est où là quand je donne le sein? Le bébé, il prend le sein. Hein. Et ça, on pourrait vous faire une démonstration si ça vous intéresse sur les façons de donner le sein. Ça, c'est avec, mais il faut avoir un poupon. Un poupon. Bon, on fera une émission sur comment donner le sein. Les positions. Alors voilà, une émission qui serait intéressante. Les positions que l'on peut utiliser pour donner le sein. Alors il y a des positions qui sont très nombreuses, hein, contrairement à ce qu'on imagine. C'est pas seulement le bébé en travers comme ça. Hein. On peut le mettre tout droit, on peut le mettre. Enfin bon, il y a tas de positions. Ah oui, on peut le mettre on peut le mettre derrière dans le dos. Pas derrière dans le dos, non, pas encore. mais dans certains, dans les engorgements et choses comme ça, on peut faire téter le bébé la tête en bas. Hein. Donc ça, c'est des choses un peu spectaculaires. Donc, et si on résumait, donc le lait maternel est plutôt mieux. C'est un choix de la maman, c'est à elle de décider de savoir ce qu'elle veut faire. Mais ça évite, en tout cas, ça diminue des risques d'allergie, d'otite et de petites maladies bénignes de l'enfant. Ça renforce et ça favorise le lien entre la mère et son enfant, s'il en était besoin, parce que bon, bien souvent c'est pas nécessaire. Mais bon, la maman, elle va se rendre compte que bon, c'est quelque chose de très fort hein, qui se passe entre elle et lui. Hein. D'accord. Et c'est quelque chose qu'un homme ne connaîtra jamais. Effectivement, c'est quelque chose qu'un homme ne connaîtra jamais. Regrettable. Par contre, le biberon, il connaît. Il connaît. Il connaît plus facilement. Ben voilà. Donc en termes de lait, ce sont à peu près les mêmes teneurs, même s'ils essayent de rajouter des différentes substances pour arriver à... Alors ça fait grossir aussi bien les enfants, sauf que la composition n'est pas la même. La composition est différente. On cherche de plus en plus à faire pareil, mais on n'y arrive pas. Et on n'y arrivera jamais. D'accord. Donc en termes de biberon ou de lait maternel, jusqu'à quand on donne d'ailleurs le biberon ou le lait maternel? Est-ce que ça, à peu près, on doit s'arrêter aux mêmes périodes? C'est-à-dire, à partir de 6 mois, on commence à mélanger... Alors, il y a quelques années, quand les enfants étaient au biberon, on diversifiait, quelques années, je veux dire 15-20 ans, on diversifiait, c'est-à-dire on introduisait de la soupe, du jus d'orange de façon très précoce, vers 1 mois et demi, 2 mois, on faisait ça très tôt. 1 mois et demi, 2 mois, oui, ce qui était tôt, effectivement. C'était très tôt. Bon, c'était... ce qu'on pensait qui était le mieux à l'époque. Bon, maintenant on a plus de recul, plus d'expérience, plus de connaissances en particulier sur le plan immunologique, et on s'est rendu compte que les diversifications précoces étaient facteurs d'allergie alimentaire. On revient à l'allergie dont on apparaît. Donc quand on donne des légumes, de la viande, des choses comme ça, de façon très précoce à un nourrisson, on risque que se développe chez lui des allergies alimentaires. Et ce d'autant qu'on note des antécédents familiaux des deux côtés, côté du papa et côté de la maman. S'il y a des allergies, il est évident que le risque d'allergie alimentaire augmente chez l'enfant. Donc, il est maintenant certain qu'il ne faut pas diversifier les enfants avant 4 mois, voire 5 mois, voire 6 mois, chez les enfants ayant des antécédents familiaux sévères d'allergie. D'accord. Donc, en tout cas, rien avant 4 mois. Rien avant 4 mois. Si ce n'est du lait. Lait de substitution ou lait de mère.
Alors moi quand je vais en rayon pour acheter du lait, j'ai du lait à la vanille, du lait au chocolat, du lait Alors aux céréales. ça c'est des laits qu'on donne plus tard. Hein. À partir du moins 6 voilà, mois, c'est etc. ça. Est-ce que c'est bon de lui donner toujours le lait à vanille, du chocolat Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certains enfants, au bout d'un certain temps, commencent à faire fine bouche. Ils peuvent en avoir un petit peu assez. Il y a des enfants qui, bon, je sais pas, ils veulent plus le biberon le matin par exemple. Bon, c'est des enfants, le besoin en lait est très important parce qu'ils grandissent très vite. Donc ils ont en particulier un besoin de calcium très important. Donc il faut poursuivre le biberon ou l'apport en laitage pendant très longtemps. Donc le fait de donner un biberon, un lait aromatisé, ça change le goût, ça permet souvent à l'enfant de continuer à prendre sa ration journalière. Vous voyez ? D'accord. Bien. Voilà. D'autres petites choses, non ? Je crois qu'on a vu 2-3 choses, oui déjà. Oui, une dernière question. Vous m'avez parlé avant l'émission d'expériences faites sur des vaches. Ouais. D'expériences génétiques. J'aimerais que vous en disiez un petit peu plus aujourd'hui. Bon, alors ça c'est des buts, hein. Et je trouve ça assez épouvantable comme expérience. Alors j'aimerais voir votre... vous avez vu qu'on fait des expériences, on greffe des gènes de méduses sur certains animaux, des gènes d'araignées pour faire fabriquer du fil d'araignée à d'autres animaux. Donc on est en plein dans la transformation des animaux pour produire quelque chose qu'ils ne produisent pas naturellement. Donc l'idéal, enfin, ce qui serait bien, ce qu'on pourrait espérer faire, c'est faire produire par un animal du lait de mer. D'accord. Bon, ça c'est l'idéal. Donc le problème, pour faire fabriquer un animal du lait de mer, à l'heure actuelle, il faudrait insérer dans son karyotype, dans son génome, de très nombreux gènes. Ce qu'on cherche à l'heure actuelle à faire, c'est insérer un gène allocrine, c'est le gène qui permet la production ou l'arrêt du lait. Ça, il semble que ce soit plus ou moins au point. Ça, c'est un gène qui décide, la vache, toc, le gène il toc, tu n'as plus de lait. Toc, ah d'accord, du lait. Ce gène lui dit tu alors si on est capable d'utiliser ce gène, on pourrait faire fabriquer à la vache. Donc par télécommande, on lui dit... La télécommande, tu vas faire 100 litres de lait aujourd'hui alors qu'elle peut en faire que 10. D'accord. Donc, bon, ça je sais pas combien fait une vache, combien elle produit, bon, ça dépend des races déjà, mais on pourrait, en théorie, faire produire une vache des quantités astronomiques de lait, sous réserve évidemment de la nourrir de façon suffisante pour qu'elle soit capable de produire un lait de qualité. Bon, et alors ce gène, on pourrait aussi imaginer que on pourrait, chez certaines femmes qui ont un manque de lait, avec certains médicaments, déclencher la production de lait chez ces femmes qui ont un petit déficit de production, et puis pallier ce déficit de production par un médicament. Alors ça c'est l'avenir. Alors certaines choses qui sont peut-être l'avenir proche, mais bon, la production entièrement de lait de mer par un animal, c'est quand même, on est un petit peu, c'est pour dans bien longtemps, je pense quand même. Et les allergies des bébés au lait de substitution, au lait de vache. Ouais. Comment on peut régler ce problème ? Il faut supprimer le lait de vache. Si la mère n'allaite pas et que le bébé refuse le lait de vache, qu'est-ce qu'on fait ? Alors. Et là, il y a beaucoup de cas dans ce... Alors, il y a des laits sans protéines de lait de vache. Il y a des laits sans protéines de lait de vache. Voilà. Avec les mêmes teneurs qu'avec les mêmes... Alors, avec le même quantité de calcium, et des choses comme ça. Ce sont des laits qu'on utilise dans les allergies aux protéines de lait de vache. D'accord. Et qui permettent d'élever ses enfants sans problème. En général, au moins jusqu'à 1 an, on leur donne un lait sans protéines de lait de vache. L'allergie aux protéines de lait de vache implique aussi que l'enfant ne peut pas manger de bœuf. Hein. Dans le bœuf, il y a les mêmes protéines que dans le lait de vache. Ah oui, donc que ce soit la viande, que ce soit... Il n'a pas le droit de manger de bœuf, il n'a pas le droit de manger de veau, il n'a pas le droit de manger de lait. Ah oui, donc tout ce qui vient de l'animal, oui. Il y a les mêmes protéines, donc il ne faut pas qu'il mange ni l'un ni l'autre. D'accord. Jusqu'à peu près 1 an.
Après, on réintroduit, quand c'est des vraies allergies, c'est les allergies aux protéines de lait de vache peuvent être relativement explosives, hein, avec des poussées de boutons très importantes, des gènes respiratoires, des diarrhées explosives. Donc, ça peut être, on peut dire, dangereux. Donc, quand on réintroduit les protéines de vache, en général, on le fait à l'hôpital, en introduisant progressivement, tout doucement, en augmentant les quantités de lait. Bon, pour être sûr qu'il n'y a pas de risque. D'accord. Très bien, mais écoutez, je crois que vous nous avez donné un bon aperçu de la différence entre le lait maternel et le lait de substitution, en disant donc c'est bien un choix de la mère, en tout cas des parents, d'opter soit pour l'un, soit pour l'autre, en ayant vu quels étaient les bénéfices de l'un par rapport à l'autre, et où est-ce qu'on en était aujourd'hui dans ce domaine-là, au niveau de ces produits de substitution, et quels étaient l'avenir également dans ce domaine-là, ou en disant qu'il y a des expériences qui se font au niveau des vaches pour essayer de les transformer un peu génétiquement pour qu'ils puissent produire un lait encore plus proche de celui de la mère. Ça, j'espère qu'on va pouvoir arriver à le faire, parce que c'est toujours bien que plus le lait de substitution est proche du lait de mère, mieux c'est pour l'enfant. Donc en fait, la mère ne sert plus à rien, si je comprends bien. Ben, c'est ça, hein. De toute façon, elle ne sert plus à rien, puisqu'on peut faire maintenant des enfants in vitro, donc il n'y aura plus besoin d'allaiter, il n'y aura plus besoin de maman, il n'y aura plus besoin de... Les médecins sont des robots, donc les médecins sont des robots. Ça sera une horreur bientôt, si on continue. Bon, je voulais simplement vous dire, on a parlé de 2 ou 3 avantages du lait maternel, mais il y en a des tas d'autres, hein, que j'ai pas voulu évoquer, comme par exemple diminution du cancer du sein chez la femme qui allaite. Ah bah écoutez, ça c'est un avantage qui est on peut faire ça pendant... Diminution du cancer du sein chez la femme qui allaite. Les femmes qui ont allaité ont un risque moindre de faire ultérieurement un cancer du sein. D'accord. Il y a des dizaines d'avantages dont on ne peut pas en parler, autrement on sera là demain matin. Donc ça sera l'objet d'une prochaine émission. Avec plaisir. Il me semblait que l'allaitement aussi diminuait le corps gras de la mère. Elle pouvait résorber une partie de sa masse pondérale. Oui. Et dernière chose, l'allaitement n'est pas du tout mauvais pour la poitrine des mères. Ça, c'est une fausse idée. C'est une idée reçue. Oui, c'est une idée reçue. Hein. Le problème de la poitrine, s'il y a des problèmes, c'est pendant la position. Non, c'est pendant la grossesse, il y a une augmentation de la taille des seins. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien, docteur Ajoria, merci. Je vous en prie.